Ce livre est une machine infernale. Il m'a laissé, complètement vidé. On plonge dans Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Et c'est une exploration glaçante de la culpabilité, de la justice et de cette paranoïa qui ronge l'âme humaine. Le mot qui me vient, c'est implacable. On suit 10 personnes, toutes des inconnues les unes pour les autres, et on est jeté direct avec elles, sans préambule, sur une île mystérieuse. Et c'est là tout le paradoxe. Ils croient être invités pour des vacances de rêve, tu vois, un lieu paradisiaque, mais en réalité, ils viennent de mettre le pied dans leur propre tribunal. C'est un piège mortel, des invités qui sont en fait des accusés. C'est complètement fou, non? Et le pire, c'est qu'ils sont coupés du monde. Il n'y a aucune échappatoire possible. Alors, commençons par le décor, parce qu'il est essentiel. On est sur l'île du Soldat, c'est un rocher complètement isolé au large des côtes du Devon. C'est magnifique, sauvage, mais surtout inaccessible. Et au sommet, il y a cette maison, immense, ultra-moderne, luxueuse. Mais dès qu'ils arrivent, on sent un truc bizarre, un malaise. Ah oui, c'est trop parfait en fait, trop silencieux. C'est un vrai décor de théâtre. Et Agatha Christie, elle y place ses acteurs, qui sont un échantillon presque clinique de la société anglaise de l'époque. On a le juge à la retraite, Lawrence Wargrave, l'incarnation même de la loi. Le docteur Armstrong, un médecin réputé mais qui a ses failles. Vera Claythorne, une ancienne gouvernante qui essaye de fuir un souvenir horrible. Philip Lombard, un aventurier, un mercenaire qui ne cache pas son amoralité. Emily Brent, une vieille fille très pieuse, persuadée d'être moralement supérieure. Bref, 10 archétypes. 10 personnes qui n'ont a priori aucun lien. Et ils sont tous là, invités par un certain Anonyme. Personne ne l'a jamais vu, cet anonyme, mais chacun a reçu une invitation impossible à refuser. Exactement. Et le nom de cet hôte, Anonyme. Il faut un petit moment pour comprendre le jeu de mots. Anonymes. Anonyme. Voilà. L'assassin se présente d'emblée comme une force, une sorte de justice sans visage. Ce que Christie met en place, c'est l'archétype du whodunit en chambre close. Tu prends un groupe de personnes, tu les isoles complètement et tu révèles que l'un d'eux est un tueur. C'est une formule qu'on a vue des milliers de fois, mais rarement avec cette perfection. Oui, Ici, l'isolement, ce n'est pas juste un décor. La géographie elle-même est une arme. L'île, c'est une prison à ciel ouvert. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Et le premier soir, le piège se déclenche. Ils sont au salon, après le dîner, l'ambiance est encore à peu près civilisée, un peu guindée, quoi. Et soudain, une voix métallique, désincarnée, qui sort d'un gramophone. C'est pas de la musique, c'est un acte d'accusation. Ah, c'est un coup de génie narratif, ce moment. Absolu. Cette voix, elle ne fait pas que les accuser en privé. Elle le fait publiquement, devant tout le monde. Elle nomme chaque invité un par un et elle détaille le crime dont il est coupable. Un meurtre. Un meurtre pour lequel chacun a réussi à échapper à la justice. C'est terrible. Vera Claythorne, accusée d'avoir laissé un gamin se noyer. Le docteur Armstrong, d'avoir tué une patiente en l'opérant alors qu'il était ivre. Lombard, d'avoir abandonné 21 hommes à la mort en Afrique. En 1 minute, tout le vernis social de la respectabilité se fissure et vole en éclats. J'imagine la réaction, la panique, le déni. Ça empêche de se cacher. Chacun sait maintenant le terrible secret de son voisin. La méfiance, elle n'est pas progressive, elle est instantanée, totale. Le mécanisme de paranoïa est lancé. Et c'est là que la mort frappe. La première fois. Juste après les accusations, alors que la tension est à son comble, le plus jeune, le plus arrogant, Anthony Marston. Il lève son verre avec un mépris total et il dit « à la vôtre ». Il boit une gorgée, il s'étouffe, violemment. Son visage devient violet et il s'écroule, mort. Le docteur Armstrong se précipite. Le diagnostic est sans appel. Empoisonnement au cyanure. C'est foudroyant. La première hypothèse, bien sûr, c'est le suicide. Le choc des accusations. Mais ça ne colle pas du tout avec le personnage. Ce jeune homme si désinvolte sans aucun remords. C'est vrai. Le doute s'installe. Et si? Et si ce n'était pas un suicide? Et c'est à ce moment précis qu'il remarque un détail sur la cheminée du salon. Il y avait 10 petites statuettes en porcelaine, des soldats. Après la mort de Marston, il n'en reste plus que 9. Une a disparu. Et là, ça devient vraiment terrifiant. Il réalise que dans chaque chambre, il y a la même comptine pour enfants affichée au mur. 10 petits soldats. Et le premier couplet de cette comptine dit « 10 petits soldats s'en furent dînés, l'un d'eux s'étouffa et il n'en resta plus que 9. » C'est exactement ce qui vient de se passer. C'est le point de bascule du roman. Ils comprennent, la mort de Marston, ce n'était ni un accident ni un suicide, c'était un meurtre.
Le premier d'une série, la cantine, ce n'est pas une déco. C'est le script de leur exécution. La question n'est plus seulement qui a fait ça, mais qui est le prochain? Et la terreur monte d'un cran. Le lendemain matin, la domestique, Madame Rogers, qui était terrorisée depuis la veille, on la retrouve morte dans son lit. Elle ne s'est simplement pas réveillée. Le deuxième couplet. 9 petits soldats veillèrent très tard, l'un d'eux oublia de se réveiller et il n'en resta plus que 8. Et bien sûr, en bas, sur la cheminée. Plus que 8 statuettes. La mécanique est diabolique. Le tueur est un metteur en scène, il suit un programme, une sorte de poésie macabre, et cette structure si rigide, ça rend la situation encore plus angoissante pour les survivants. Ils connaissent les prochains vers, mais ils ne savent pas comment ça va arriver. Et c'est à ce moment-là que le piège se referme, physiquement. Le bateau qui devait venir les ravitailler n'arrive pas. Une énorme tempête se lève et elle isole complètement l'île. C'est fini. Les vagues se fracassent contre les rochers, toute communication est impossible. Ils sont définitivement prisonniers. Et c'est là qu'arrive la prise de conscience la plus effroyable. Les hommes valides qui restent, Lombard, Armstrong et Bloor, l'ancien policier, ils décident de fouiller l'île, de fond en comble. Ils sont persuadés qu'il y a une 11e personne, l'assassin, qui se cache quelque part. Logique. Sauf que l'île est un roc nu. Il n'y a pas de grotte, pas de cachette possible, rien. Ils retournent à la maison, ils la fouillent de la cave au grenier, personne. La conclusion est... Inéluctable. Le tueur est l'un d'entre eux. Attends, mais à ce stade, ils sont encore nombreux. Pourquoi ils ne s'allient pas? Ils savent qu'il y a un monstre parmi eux, pourquoi ne pas se liguer pour le démasquer? C'est une excellente question, et c'est au cœur du génie psychologique de Christie. Au début, ils sont paralysés par les conventions, par le déni. Ils n'arrivent pas à croire qu'une personne de leur classe, un juge, un médecin, puisse être un tueur en série. Leurs propres préjugés, en fait. Exactement. Leurs préjugés de classe sont une arme que le tueur utilise contre eux. Et puis, très vite, la suspicion devient tellement forte que toute alliance est impossible. Comment faire confiance à quelqu'un quand on sait que c'est un meurtrier? Chaque tentative est minée par la paranoïa. C'est la descente aux enfers. Et les morts s'enchaînent en suivant la comptine. Le général MacArthur retrouvait le crâne fracassé. 7 statuettes. Le lendemain matin, le majordome, Rogers, la tête fendue par une hache. 6 statuettes. La brutalité, elle monte d'un cran à chaque fois. Absolument. Après la mort de Rogers à la hache, la violence devient primitive, viscérale. La paranoïa n'est plus seulement intellectuelle, elle devient une peur physique constante. C'est là que même les alliances les plus fragiles se dissolvent. La question n'est plus qui est le coupable, mais comment je vais survivre à la prochaine heure. L'instinct de survie prend le dessus. Et pour ne rien arranger, il y a ce revolver que Lombard a avoué avoir apporté et qui disparaît. Ah oui, Donc maintenant, le tueur est armé. La raison vacille, les esprits s'échauffent, surtout chez Vera Clayton. Elle est de plus en plus hantée par le souvenir de l'enfant qu'elle a laissé se noyer. et c'est là qu'Agatha Christie nous manipule de manière magistrale. À ce stade, les survivants, et nous les lecteurs, on cherche désespérément un coupable logique, et un nom s'impose. Le juge Wargrave. C'est un homme de loi. Il a passé sa vie à envoyer des gens à la mort. Il a l'intelligence, la froideur, l'obsession de la justice pour organiser un plan aussi tordu. C'est le suspect numéro 1. Carrément. Et au moment où tout le monde le suspenne, on le retrouve mort, assis dans un fauteuil tué d'une balle en pleine tête. Et le tueur a ajouté une mise en scène grotesque, terrifiante. Wargrave porte une perruque de juge faite avec de la laine et une toge improvisée avec un rideau. C'est une moquerie macabre de la justice. C'est le coup de théâtre central. En tuant le personnage le plus suspect, et de manière aussi spectaculaire, Christie nous force à abandonner la piste la plus logique. Elle ne trompe pas que les personnages sur l'île, elle nous trompe, nous, activement. On se dit, d'accord, ce n'était pas lui, alors qui? On est complètement perdu. Comme eux. La machine infernale continue et on n'a plus aucune certitude. Et à la fin, c'est une hécatombe. Le docteur Armstrong disparaît, on retrouve son corps sur les rochers. Bloor a le crâne écrasé par une pendule. Un par un, ils tombent. Jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2. Seuls, sur cette île jonchée de cadavres, Philippe Lombard et Vera Clayton. Et la tension est insoutenable. Il ne peut y avoir qu'un seul tueur, donc c'est forcément l'un des deux. Chacun est absolument convaincu que l'autre est le monstre. Pour Vera, c'est Lombard, l'homme au revolver. Pour Lombard, c'est Vera, cette femme dont la raison est en train de s'effriter. C'est lui ou elle. Il n'y a pas d'autre issue. Ils se font face sur la plage. Il y a une lutte pour le revolver. Un coup de feu retentit. Lombard s'écroule, une balle en plein cœur. Vera est seule.
Elle a survécu, elle est la dernière. Un soulagement immense, presque irréel, l'envahit. Elle a vaincu le tueur. Elle retourne à la maison, épuisée, mais enfin en sécurité. Elle monte dans sa chambre, victorieuse. Mais quelqu'un est passé avant elle. Une corde est accrochée à un crochet au plafond, avec un nœud coulant. Tout est prêt. Pour elle. Et le dernier vers de la comptine qu'elle se répète sans cesse résonne dans son esprit. Un petit soldat se pendit et il n'en resta plus aucun. Alors la question qui nous hante, c'est si tout le monde est mort, qui était le véritable assassin? Qui a tendu ce piège final? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution. Lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.